Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinar Data Science Test. Voilà, bonjour Caroline et bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Donc il y a un peu plus de 200 entrées, on est déjà 80. Donc voilà, je pense que petit à petit les gens vont arriver. Globalement, alors déjà pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous on est Data Science Test, on organise ce webinar. On a un organisme de formation à la data science. Voilà. Et on forme les collaborateurs de grands groupes ainsi que les particuliers sur les métiers notamment de data scientist, data analyst, data engineer et data manager. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir un peu en fin de webinaire, mais voilà, juste pour vous faire une rapide présentation un peu de notre structure. Donc aujourd'hui, le programme du webinaire, c'est un webinaire Data Hub, c'est le premier de la série Data Hub, et on va parler business intelligence, on va parler BI, on va parler data analyse. Donc pour ça, on a Caroline Huge qui est avec nous, donc qui va se présenter, voilà, qui fait ça au quotidien, qui va se présenter, à vous, et puis voilà, qui vous a préparé une petite présentation pour vous présenter un peu tout ça. Voilà, donc Caroline, si tu veux bien aller sur scène, du coup, si tu es là. Hello Caroline. Bonjour. Voilà, donc du coup, je vais te laisser seule sur scène, je te laisse te présenter, et puis commencer tranquillement la présentation. Bonjour, je suis très contente d'être devant vous aujourd'hui. Donc moi, j'ai participé à la formation Data Scientist il y a 3 ans en tant que Data Scientist. Et suite à un premier poste en Data Science, là, j'ai rejoint Back Market en tant que Data Analyst en mars dernier. Donc voilà un peu pour mon background. Je vais lancer la présentation. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la data chez Back Market et un exemple de data dans le e-commerce. Donc Back Market, c'est une, si vous n'êtes pas au courant, c'est une place de marché dédiée aux reconditionnés, donc tout type d'appareils électroniques, téléphones et autres. Back Market a été fondé en 2014 par ces 3 personnes que vous voyez à l'écran. Donc Vianney, Quentin et Thibaut. Vianney plus sur notre partie image, identité visuelle. Quentin sur la partie tech et Thibaut en tant que manager. Donc, ces 3 personnes ont eu une révélation en 2014, quand le marché du reconditionné en était à ses balbutiements. Et en fait, ils se sont rendus compte que à l'époque, il n'existait pas déjà de plateforme dédiée et que l'offre à ce moment-là était très diffuse et pas très harmonisée. Donc, ils ont eu l'idée de créer une plateforme dédiée, vraiment faite pour le reconditionné, qui du coup permettrait d'harmoniser les grades et l'offre. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site de Back Market, vous voyez qu'un seul produit, qu'une seule offre par type de produit, donc c'est-à-dire pour un téléphone, pour un modèle et un grade. Même si on l'a en stock chez plusieurs marchands, en fait, on fait le choix de vous proposer un seul de ces produits. Et ça, c'était pour vraiment simplifier l'accès à ce marché. Parce que notre ambition chez Back Market, c'est de saboter le marché du neuf et de démocratiser le marché du reconditionné. Et également de garantir une qualité irréprochable. Donc depuis 2014, on a beaucoup grandi. Donc on a levé des fonds, on a ouvert 5 bureaux. Et aujourd'hui, on est présent dans une dizaine de pays, en Europe et aussi aux États-Unis. Donc notre nombre de clients est impressionnant et depuis la création de Back Market, on a évité l'utilisation de 72 millions de tonnes de matières premières. Donc ces chiffres sont assez énormes. Et derrière ça, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de données. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a voulu capitaliser parce qu'on sait que la donnée, c'est une ressource. Ça peut apporter plein de choses à l'entreprise. Et donc, on décide de s'appuyer énormément dessus, à tel point que notre ambition, c'est de motiver toutes nos décisions par un chiffre, par la donnée.
Donc c'est pour ça que voilà, la donnée chez nous, c'est très important, ça a vraiment un rôle central. Et donc voilà, c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc j'aimerais vous présenter notre philosophie de la data et notamment comment on s'en sert et ce qu'on en fait à la BI, qui est le département où je suis. Donc déjà, si on revient à la définition de la BI, donc la Business Intelligence, vraiment la définition de ce terme, c'est un ensemble de méthodes, de processus d'architecture et de technologie qui, partant de données brutes, comme on la récupère avec l'activité, va transformer cette donnée pour en sortir une information qui va être utile et compréhensible pour les utilisateurs et ces informations vont nous aider à obtenir une certaine connaissance de notre activité, une connaissance opérationnelle, stratégique, et donc qui vont nous aider à prendre les meilleures décisions. C'est pour ça qu'à la BI, on est attendu sur 3 points. On a vraiment 3 missions principales. Notre première mission, un peu au jour le jour, c'est de surveiller l'activité, donc de mettre en place des indicateurs, de les monitorer pour éventuellement détecter des problèmes qui pourraient survenir. Donc, typiquement, on peut surveiller le taux de succès des paiements sur la plateforme et si on se rend compte que tout à coup, il baisse de trop, on peut lever une alerte. Donc ça, c'est notre première mission. Notre deuxième mission, c'est d'aider le business. Donc, ce que j'appelle le business, ce sont les personnes qui travaillent dans le département, au sein de Dark Market. C'est vraiment de les aider à prendre les meilleures décisions. Et pour prendre ces décisions, de s'appuyer sur les données qu'on a. Ça peut être, par exemple, est-ce que le business peut revenir vers nous en nous demandant est-ce que tel moyen de paiement est utile, est-ce que c'est intéressant de le garder parce qu'à côté de ça, il y a d'autres problèmes. Donc ça, typiquement, ça pourrait être une problématique à laquelle on répondrait à la BI. Ça, c'est plutôt pour les décisions moyen terme. Et ensuite, on s'inscrit aussi dans une vision à plus long terme, un peu plus transversale, où du coup, on a une problématique un peu générale et à l'aide de vraiment toutes les données disponibles, on va essayer de guider soit les départements, soit directement le top management pour prendre une décision. Donc, par exemple, question globale, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de nos produits, la satisfaction client. Donc ça, c'est vraiment des questions que se pose le top management tous les jours. Et on peut les aider à comprendre et aller dans la bonne direction au travers des données. Donc ça, c'est vraiment nos missions sur le papier. En pratique, à quoi ressemble notre quotidien ? Je pense qu'on a trois types de tâches globales. On peut avoir des demandes très ponctuelles sur un chiffre. Donc, par exemple, un collaborateur a besoin de connaître le volume des ventes sur le mois de janvier 2021. Eh bien, nous, ayant accès à la donnée et connaissant les tables et sachant où chercher l'information, on est en mesure de lui donner ce chiffre. Ensuite, si on voit que certaines demandes ponctuelles sont récurrentes, on peut décider de les automatiser et de les retranscrire directement dans un dashboard. Donc, c'est notre deuxième mission, de construire des dashboards, de donner accès à l'information et de la mettre en forme et de faire en sorte qu'elle soit mise à jour, qu'elle soit à jour le plus souvent possible. Donc ça, ces deux missions, c'est plus de l'accès à la donnée. C'est une partie importante du travail des missions de la BI, donc donner accès à la donnée aux personnes qui ne sont pas familières avec la donnée, avec les requêtes, etc. Ça, c'est vraiment la première grosse partie de notre travail. Ensuite, la deuxième partie qui est tout aussi importante, c'est la partie plus analyse, qui est du coup de mener une analyse par rapport à un problème ou un sujet qui arrive. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut se demander si un moyen de paiement est toujours nécessaire et doit être conservé. Ça pourrait être une étude qu'on pourrait mener.
Au niveau de nos outils, pour les requêtes de base de données, on est en SQL avec une base Snowflake. Pour tout ce qui est traitement de la donnée, alors on est soit sur du Python quand on veut faire des modèles, par exemple, soit sinon on utilise un logiciel de traitement de données qui s'appelle Alteryx, qui nous permet d'automatiser et d'industrialiser tous nos traitements. Et ensuite, pour la restitution, pour la data vise, on travaille en Tableau. Ensuite, comment on s'organise? Alors, il y a deux possibilités, d'après moi, en entreprise, pour s'organiser. Soit on a une team de data analysts qui se répartit la charge de travail, soit on intègre directement les data analysts dans les départements. Nous, chez Back Market, on a fait le choix d'intégrer les data analysts dans les départements. Donc, ce qui fait que chaque data analyst dépend de son département. Et chaque département chez Back Market a ses data analysts dédiés. Donc, chaque département a des besoins en données et a des data analysts dédiés pour ces demandes. C'est très... les avantages en fait de cette organisation, c'est que chacun on est spécialisé vraiment dans un domaine, on a vraiment un domaine de prédilection. Ça nous permet d'être expert et de répondre plus vite aux demandes des métiers et d'anticiper plus leurs besoins, de savoir tout ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, ce qu'on a à disposition et ce qu'on n'a pas. Donc, notre base de travail, nos données, nous sont fournies par notre team de data engineer. Chaque data analyst rattaché donc à un département s'appuie sur ces données. Et à côté de ça, on a quand même une team transverse qui va du coup traiter les sujets vraiment globaux à l'entreprise, qui se limite pas à un seul département, pour tout ce qui est analyse stratégique à destination du top management. Souvent, on a des sujets qui démarrent dans un département, qui sont traités dans un premier temps par les data analysts du département en question. Et si les conclusions sont prometteuses et qu'on pense qu'on peut pousser un peu plus l'analyse pour trouver d'autres conclusions intéressantes, d'autres insights qui pourraient être utiles pour toute l'entreprise, alors ce sujet peut être développé davantage à l'accord BI. Typiquement, c'est ce qui s'est passé pour le sujet que je vais vous présenter. Donc, pour ma part, si on regarde cet organigramme, moi, je suis rattachée à la finance, donc je suis data analyst pour la finance. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un use case, une problématique qui a été soulevée par le métier et qui a été traitée donc, par nous à la finance et ensuite a été développée à la Core BI. Donc, à la finance, comme je disais tout à l'heure, on suit des indicateurs tous les jours. Et à la finance, on suit un indicateur qui est le montant dépensé par un client au cours de sa vie sur la plateforme. Donc, on monitore ce montant et on essaye de voir un peu les tendances qui s'en dégagent. Et donc, notre ambition chez Back Market, donc, c'est comme je disais, c'est de saboter le marché du neuf et de démocratiser le marché du reconditionné. Donc, dans le monde du e-commerce B2C, ce qui est important, c'est de se faire connaître, bien sûr. Donc, au début de la vie de Back Market, et encore aujourd'hui, on est sur une stratégie marketing plutôt d'acquisition de clients. Mais cette stratégie, elle est forcément vouée à disparaître au bout d'un moment, puisque quand on commence à être connu d'une grande majorité de la population, et ça commence à être le cas, c'est plus intéressant d'investir dans du marketing d'acquisition, qui coûte très cher, mais d'aller plus sur du marketing de rétention. Donc, comment ça se traduit en pratique chez nous?
c'est de favoriser le rachat. Donc, c'est de faire en sorte qu'un client qui a acheté une fois rachète sur notre plateforme. Donc, du coup, pour favoriser ce rachat, on s'est dit qu'on allait analyser les comportements de nos clients pendant leur achat, après leur premier achat et leurs achats futurs. Donc, avant de lancer cette analyse, on a un peu d'abord fait un état des lieux et on s'est dit qu'il serait intéressant de regarder un indicateur qui est le temps moyen mis par un client pour doubler le montant qu'il a dépensé sur la plateforme. Donc, on a calculé ce ratio et on a regardé son évolution dans le temps. Donc, et on s'est rendu compte que ce délai était incroyablement stable. C'est-à-dire que depuis 2014, le délai moyen entre le premier achat et le moment où le client a doublé le montant qu'il a dépensé, donc il a refait un achat équivalent au montant du premier achat, eh bien ce délai est le même depuis le début de la plateforme. Donc ça, ça veut dire que voilà, qu'on peut faire quelque chose. Donc c'est que si on fait rien, on pourra rien faire pour raccourcir ce délai. La deuxième observation qu'on a faite, c'est qu'on a vraiment voulu regarder qui achète chez nous, qui sont nos clients. Est-ce que ce sont plutôt d'anciens clients qui rachètent ou bien est-ce que ce sont de nouveaux clients? Donc, on a analysé sur notre montant de vente, sur notre volume de vente global. Et on s'est rendu compte, on a été vraiment surpris de voir que la majorité, une grande partie de notre revenu est générée par des nouveaux clients, donc des clients dont c'est le premier achat. Alors, ça s'explique puisque oui, on est toujours majoritairement dans une stratégie d'acquisition, mais en se comparant à d'autres plateformes de e-commerce, eh bien, on se rend compte qu'à ce stade, notre proportion de nouveaux clients est supérieure à celle des autres plateformes. Donc, c'est une sacrée opportunité parce que si on arrive à amener un rachat de tous ces nouveaux clients, eh bien, on pourrait encore croître davantage et amener de nouvelles ventes. Donc, ces deux constats, ils ont vraiment appuyé la légitimité de l'étude qu'on a faite. Donc, du coup, maintenant qu'on est certain que cette étude, elle a du sens et qu'elle va répondre à des besoins business et de prise de décision, on a réfléchi à comment la mener, dans quelle direction partir, quelles données analyser. Et on s'est mis donc à la place d'un client et on s'est demandé, voilà, moi personnellement, qu'est-ce qui me ferait revenir ou non chez Back Market? Donc, du coup, on s'est focalisé sur deux axes principaux, qui est déjà, si je suis satisfaite de mon premier achat, c'est déjà une première étape pour accéder à un deuxième achat. Donc, voilà, notre premier axe d'analyse, ça a été la satisfaction client. Et donc, pour ça, on s'est appuyé sur des données qu'on appelle CSAT, qui en fait, après chaque achat chez Back Market, on invite les clients à noter leur satisfaction. Donc, on avait un outil à disposition, on avait des données à disposition pour conduire notre analyse. Et ensuite, notre deuxième axe d'analyse, ça a été, OK, mon premier achat, j'ai fait mon premier achat, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui fait que je penserai à Back Market pour mes besoins futurs? Donc, pour ça, on a analysé le comportement des clients qui ont effectué un premier achat chez Back Market. Donc, comme je disais, le premier axe d'analyse, ça a été la satisfaction client. Donc, en fait, on a calculé, on a regardé toutes les commandes et on a regardé la satisfaction pour chaque commande. Et ça, on l'a mis en regard du montant qui a été dépensé sur le site à la suite de cet achat noté de cette note-là. Et donc, bien évidemment, on a constaté que plus le client est satisfait, donc plus son expérience s'est bien passée, plus le client a eu tendance à racheter sur le site. Ça, c'est quelque chose de très intuitif, c'est évident. Et là, on a réussi à le quantifier, ce qui fait qu'on a pu dire que
on a pu chiffrer les gains de satisfaction client, on a pu le chiffrer en revenus futurs. C'est-à-dire qu'on a pu calculer ce que rapporterait l'augmentation, par exemple, de 0,1 point sur 5 de satisfaction client. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait et qui permet du coup d'aider le top management à placer son budget plutôt dans un département ou dans l'autre. Donc en tout cas, là, on a réussi à montrer que la satisfaction client, c'est un levier primordial, essentiel pour inciter au rachat. Donc ensuite, notre deuxième axe d'analyse, c'était de comprendre ce qui influait, comment se comportait un client pour son deuxième achat. Et donc, on a regardé plusieurs paramètres. Et un des paramètres intéressants, ça a été la catégorie de produits achetés. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que les clients qui ont fait un premier achat de téléphone ont tendance à racheter un téléphone. Ils sont significativement plus nombreux à racheter des téléphones que l'ensemble des clients chez Back Market. Mais on s'est aussi rendu compte que la part de clients qui ne rachetaient pas après un achat de premier téléphone était aussi très importante. Et donc là, on s'est dit que pour aider le consommateur à penser à Back Market pour son prochain achat, eh bien, ça serait intéressant de lui envoyer des mails, de le cibler un peu plus, parce qu'aujourd'hui, on ne cible pas les mails de marketing qu'on envoie. On en envoie très peu d'ailleurs, c'est voulu. Mais en tout cas, on s'est dit que si on pouvait aller chercher ces clients qui ont effectué un premier achat de téléphone pour qu'ils pensent à Back Market pour leur futur achat de téléphone, on pourrait gagner également, on pourrait fidéliser les clients et les amener à racheter sur la plateforme. Donc voilà, en conclusion de cette petite étude, à l'aide des données, on a réussi à répondre à une problématique métier concrète. On a réussi à identifier des leviers d'action et surtout, on a pu estimer, on a pu chiffrer, on a pu quantifier, on a pu estimer les retours sur investissement qui pourraient être faits dans un département ou dans l'autre. Donc là, en l'occurrence, l'investissement entre le marketing et la satisfaction client. Et donc tout ça, ça nous a permis d'aboutir à des recommandations au top management et dans le but de favoriser la fidélisation de nos clients et de continuer notre croissance. Maintenant, si je devais dresser un bilan plutôt personnel de la BI chez Back Market, je dirais que la data joue un rôle vraiment prépondérant et que c'est très valorisant du coup de travailler en tant que data analyst parce que Back Market a compris le rôle que peut jouer la donnée et que donc les data analysts ont une énorme valeur à apporter en monitorant l'activité, en faisant des analyses ponctuelles. Et ça, c'est la première chose. Et la proximité avec les business, donc comme je vous disais, comme je vous parlais de notre organisation, le choix qu'on a fait d'être relié, d'être organisé non pas en une team BI, mais en l'ayant divisé par département et en dépendant directement du département dans lequel on est spécialisé. Ça crée vraiment une proximité avec le business qui nous permet d'être très proche d'eux et de comprendre bien leurs besoins, leurs contraintes, leurs attentes. Et de répondre au mieux à leurs besoins et à leurs questions. Et ça, on peut également le faire grâce à une diversité de data vraiment importante. Et ça, c'est le cas pour tous les sites de e-commerce, mais on a la chance de pouvoir vraiment de gérer toutes les données de bout en bout. Donc parce qu'on a les données de navigation, on a les données de paiement, on a les données des commandes, on a les données des marchands. Et tout ça, en fait, ça nous donne vraiment beaucoup de données à analyser, beaucoup d'axes à creuser. Et ça nous permet, du coup, pour une problématique donnée, de pouvoir l'analyser sous
sous le plus d'angles possible et de croiser toutes les données qu'on a. Donc, c'est vraiment une chance et c'est très enrichissant de travailler, à mon sens, en data analyst pour un site de e-commerce. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je serai très heureuse d'y répondre. Alors, merci beaucoup en tout cas, Caroline, c'était super intéressant. Voilà, donc je pense que là il y a pas mal de questions, donc je vais vous laisser poser vos questions et puis voilà, et puis ensuite moi je reviendrai sur scène pour vous parler un petit peu de notre organisme et puis de nos formations en rapport évidemment avec tout ce que vient de dire Caroline. En tout cas, c'était vraiment génial, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je vais prendre l'onglet des questions. Alors, j'ai une question. Quel est le pourcentage d'utilisation des outils Python, DataVis? Ça dépend beaucoup du projet. Sur certains projets, on n'utilise pas du tout Python. On n'utilise que notre outil de gestion de données, de data processing. Les techniques data analyse utilisées le plus souvent, quelles sont les étapes générales de vos projets? Les étapes du projet, c'est le plus important. Déjà, c'est de bien comprendre le besoin. Ensuite, bien connaître les données et savoir en fait ce qu'on a à disposition et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et ensuite, trouver un format de restitution vraiment plus adapté. Si c'est juste un chiffre dont on a besoin, eh bien, c'est assez facile. On donne juste le chiffre. Si c'est une analyse un peu plus poussée, alors là, ça peut soit être un dashboard, si c'est quelque chose qu'on va suivre dans le temps, ou si c'est quelque chose de très ponctuel, ça peut être une présentation. Une question, comment avez-vous intégré Back Market? Avez-vous travaillé dans d'autres services de Back Market? Donc, j'ai intégré il y a à peu près 1 an en postulant sur le site directement. Et non, je n'ai pas travaillé dans d'autres services de Back Market que donc la BI à la finance. Mais par contre, je travaille avec les autres services, évidemment, puisque déjà, alors donc certes, on est divisé par département, les data analysts, mais on garde une proximité aussi avec les autres data analysts pour partager les bonnes pratiques, pour se tenir informés, pour pas faire le travail en double aussi, parce que quelquefois, on peut avoir les mêmes besoins d'un département à l'autre, donc on veut éviter de faire le travail en double, donc on se tient beaucoup au courant. Et je travaille aussi avec les autres services, parce que certains services peuvent aussi avoir des demandes qui se rapportent plus à la finance. Je pense par exemple quand on veut lancer un nouveau service ou autre, on a besoin de laver de la finance et des données de la finance. Donc je suis aussi amenée à travailler avec d'autres départements, même si je n'en dépends pas. Selon vous, est-ce que le métier de data scientist, data analyst n'est pas le futur de ce que faisaient les contrôleurs de gestion? Alors, je ne connais pas très bien le métier de contrôleur de gestion. En tout cas, nous, ce qu'on fait qui aide les contrôleurs de gestion, c'est de l'automatisation et de la restitution de données, de l'affichage de données. Mais après, je ne sais pas exactement ce que font le rôle exact des contrôleurs de gestion. Mais je ne pense pas que... Alors pour le coup, je vais me permettre de répondre à ça. Effectivement, ça intéresserait le département marketing et contrôleur de gestion, mais il faut comprendre que, alors Caroline, pour le coup, je parle sur ton contrôle là-dessus. Faut comprendre que, enfin, tout ce que fait Caroline, elle est dans la partie technique, c'est-à-dire qu'elle va créer des indicateurs et elle va créer des modèles et des indicateurs pour ensuite effectivement d'autres départements. Donc c'est pas elle derrière qui va prendre les discussions, qui va prendre les décisions marketing ou finance, mais c'est son métier pour le coup de créer ces indicateurs-là. Voilà. Donner toutes les billes, toutes les cartes au métier pour prendre la meilleure décision. Tout à fait.
Votre métier est plus data analyst que data scientist actuellement chez Back Market, mais du coup, avez-vous toutes les cartes dans la formation de data science qui est différente de la formation data analyst pour répondre aux problématiques en entreprise? Les formations sont complémentaires, mais on n'aborde pas forcément les mêmes choses. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, en data science, on fait un peu moins de data vis qu'en data analyst, il me semble. En fait, dans mon précédent job, le job que j'ai intégré juste après la formation, j'avais un peu un rôle hybride data analyst, data scientist, où j'ai du coup plus poussé le côté data analyst. En fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait vraiment le plus, personnellement, d'apporter des réponses, de partir, d'être vraiment au plus proche possible des métiers, de comprendre leurs besoins, leurs contraintes, et de répondre au mieux à leurs exigences. Et je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait vraiment le plus. C'est pour ça que je suis partie en data analyst, que je suis devenue data analyst chez Back Market. Alors, juste, je profite là qu'il y a un petit trou entre deux questions, juste pour vous dire, les gens qui posent des questions dans l'onglet questions, je vois qu'il y en a pas mal. N'hésitez pas à les copier-coller. Alors, si Caroline n'y répond pas avant, n'hésitez pas à les copier-coller dans le chat parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller voir l'onglet questions, et de naviguer entre les deux onglets. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, je vois Romain notamment qui a posé pas mal de questions, Antoine, Sébastien, etc. N'hésitez pas à les copier-coller dans le chat pour être sûr que voilà, qu'on voit votre question et qu'elle soit répondue. Parce que moi, j'étais sur l'onglet questions. Ah, ok. Ah oui, ok. Et moi, c'était sur l'onglet chat. Ok, ça marche. Très bien. Très bien. Bah, du coup, ok, bah, comme tu veux. C'est à toi de leur dire. Bah, je veux bien rester sur l'onglet questions comme ça. Ok, bah, très bien. Bah, du coup, posez plutôt vos questions dans l'onglet questions. Merci. Alors, par contre, je ne sais plus où j'en étais. Ce use case intéresserait plutôt le département marketing et plutôt en direction de la finance. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est plus un sujet marketing, mais en fait, vu que c'est un KPI qu'on suivait à la finance, en fait, c'est une étude qui a été réalisée à la finance et ensuite a été du coup approfondie par l'accord BI, qui elle, du coup est allé vraiment plus dans le détail. Quel outil BI utilisez-vous? On utilise Tableau. Tableau serveur. N'avez-vous jamais eu de problème sur la qualité de données qui vous empêche d'aller au bout des analyses ou pour faire des dashboards, trop de données manquantes? Alors, ça, c'est l'avantage d'être en interne. C'est que, en fait, c'est nous qui créons nos données, c'est nous qui générons nos données. Donc, elles sont relativement propres. Précédemment, je travaillais dans une entreprise de conseil où là, on récupérait les données d'autres entreprises. Et c'est vrai que j'avais beaucoup plus à l'époque ce problème de données erronées, de données incohérentes, de données manquantes. Mais je trouve, personnellement, de ma propre expérience, les données sont du coup plus propres. Enfin, on maîtrise mieux la donnée quand on est en interne. Et je le remarque, j'ai pas tant que ça de problème sur la qualité de données. Quel KPI avez-vous choisi? Je sais pas trop à quoi ça se rapporte. Pour le KPI, il y a donc vraiment celui qu'on suivait, c'était le montant dépensé depuis toujours par chaque client sur les plateformes. Quel type de data a été utilisé pour ce use case? Database ou données non structurées? On est uniquement en database. On n'a pas de données non structurées. On a des données en colonne classiques. Comment choisir entre Python et votre outil interne? Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, pour le moment, en Python, on n'a pas la possibilité de mettre en production ce qu'on fait, donc de scheduler, de prévoir, de programmer des lancements quotidiens de nos scripts Python. Donc, c'est pour ça qu'on, pour le moment, on utilise cet outil interne qui nous permet de le faire. Tous les data analysts de Back Market utilisent les mêmes bases de données. Oui, tout à fait. Et ça, du coup, c'est une grande force parce qu'on peut mutualiser sur nos connaissances. Et vu qu'on est chacun expert sur les données plus ou moins relatives à un département, on peut se poser des questions et partager nos connaissances. Et je trouve que c'est une grande force. Quelles sont les contraintes de ce métier et les aspects les plus difficiles? Déjà, je pense que un des aspects les plus difficiles, c'est déjà de comprendre les besoins, de comprendre vraiment, pas forcément,
du coup, de ne pas forcément répondre à la question qui nous est posée, mais de comprendre le problème qu'il y a derrière. Déjà, c'est assez difficile. Et ensuite, voilà, tout ce qui a trait à la donnée, donc savoir quelles données utiliser, ne pas se tromper de table ou de colonne. Enfin, ça peut paraître assez bête, mais on a beaucoup de tables. Et on a vite fait de s'y perdre. Combien y a-t-il de data analysts par département? Je pense qu'on est entre 2 et 4 par département, à peu près. Vous dites que vous êtes rattaché au pôle finance et dans la suite, vous avez abordé le retour en investissement d'une campagne emailing ou marketing en général. Pourriez-vous développer ou expliquer ce point? Ouais. Donc, dans cet exemple-là, on a simplement pu estimer le retour sur investissement. On s'est dit, voilà, si on arrive à augmenter la CSAT de temps, alors on devrait gagner temps. Voilà, c'est le seul retour sur investissement qu'on ait fait dans cette étude. Avez-vous utilisé un modèle statistique ou IA pour ce use case? Non, on est resté... c'est vraiment la première étape d'un projet un peu plus long. Donc, il y avait un besoin vraiment urgent et on voulait vraiment pouvoir expliquer rapidement, donner des leviers rapidement. Donc, on est resté sur de l'analyse classique. Comment et quelle méthode avez-vous utilisé pour étudier la question combien de temps doubler le montant dépensé sur la plateforme? Et en fait, on a pu s'appuyer sur l'historique de données qu'on a, ce qui est assez pratique. On a pu du coup regarder pour chaque client entre son premier achat. On a pu étudier à partir du premier achat ce qui s'est passé après. Et donc regarder au global, en moyenne, combien de temps un client mettait pour doubler le montant qu'il avait dépensé sur la plateforme. Et tout ce qui concerne la donnée d'usage de votre app, passez-vous par un système externe pour acquérir la donnée ou cela passe-t-il par votre BO? Alors, ça, c'est plutôt une question très technique. Moi, je suis utilisatrice de la donnée, mais c'est pas moi qui vais coder l'application et récupérer cette donnée. Donc, je suis désolée, je vais pas pouvoir, je ne saurais pas répondre à cette question. C'est plus vraiment les équipes tech. Vraiment, les data analysts sont vraiment, c'est vraiment un rôle hybride. On est vraiment moitié technique et moitié métier. Donc, on est utilisateur de la donnée, mais c'est pas nous qui la générons, qui créons les flux, etc. Est-ce que certaines données sont disponibles à l'ensemble des salariés via un système de BI au-delà des data analystes spécialisés? Alors, non, bien sûr, toutes les données ne sont pas accessibles. On anonymise, il y a des données sensibles, bien sûr, qui sont pas accessibles. Mais sinon, effectivement, on essaye de rendre... en fait, on a lancé une campagne de formation en SQL pour toutes les personnes qui s'intéressent au web market, dans le but, en fait, de les rendre plus autonomes sur leurs requêtes. Donc, comme je disais, une de nos missions, c'est de produire un chiffre, de répondre à des demandes ponctuelles. Et c'est hyper utile pour le business, mais on a plus vocation on aimerait plus apporter de la valeur via des analyses ou des dashboards plutôt que répondre à des demandes un peu plus ponctuelles. Et donc, effectivement, on essaye on forme les gens chez nous au SQL pour pouvoir être plus autonome dans le calcul de chiffres. Quelle était votre formation avant d'intégrer Data Scientist? Donc moi, j'avais fait une école d'ingénieur. Et ensuite, j'ai travaillé 2 ans en banque. Voilà, dans la gestion de projet. Est-ce que les data analystes et autres départements travaillent de manière collaborative ou indépendante et pouvez-vous me décrire votre activité de data scientist dans la journée? Je pense que j'ai plus ou moins répondu à cette question.
Donc, les data analysts entre départements, on essaye de garder une proximité le plus possible pour partager nos connaissances et une bonne pratique. Parler dashboard, est-ce que vous développez également ou bien utilisez-vous des applications, si oui, lesquelles pour la partie dashboard? Donc, on utilise 100% Tableau. En fait, Tableau permet Tableau serveur, en fait, de publier sur un site pour que les personnes aient accès au dashboard qui a été créé par les data analysts. Pour vous, qu'y avait-il de moins intéressant de data scientist? Je ne dis pas que c'était moins intéressant, c'est juste que moi, j'ai vraiment plus aimé le contact avec les métiers et le fait d'être au plus près d'eux pour comprendre mieux leurs besoins, pour les aider, en fait, pour leur apporter de la valeur. Et j'ai plus retrouvé cet aspect-là en tant que data analyst et data scientist. Pour déterminer l'impact d'une hausse de la satisfaction client, avez-vous créé un modèle prédictif? Non, on est vraiment resté purement dans la data analyse. Quel moteur de base de données utilisez-vous? On utilise Snowflake. Est-ce que le rôle des data analysts est de définir et de réaliser les KPI ou juste de les réaliser? Alors, on peut faire les deux. En fait, les KPI qu'on expose, ça peut soit venir d'un besoin directement du métier, soit ça peut être notre intuition de se dire que ce KPI-là pourrait être intéressant. Donc, c'est un peu les deux. C'est très intéressant d'ailleurs de pas juste être des exécutants et de vraiment prendre du recul sur l'activité et de réfléchir à comment l'améliorer et quel KPI pourrait l'améliorer. Par rapport à la formation que vous avez suivie chez Data Scientist, quels sont les outils que vous utilisez le plus? Modèle machine learning. J'utilise toujours du Python. Et après, en termes de modèles, ça dépend. Je peux faire... ça dépend, ça peut être des régressions. Souvent, les modèles les plus simples qu'on utilise le plus, donc la régression logistique, série temporelle, etc. Pouvez-vous me dire quels profils sont recherchés chez Back Market? Cursus Data Scientist suffisant? Oui, tout à fait. Data Scientist, c'est très bien. Je vous invite à regarder les offres sur le site ou à me contacter sur LinkedIn si vous êtes intéressé. Merci beaucoup Caroline. Mais oui, effectivement, pour le coup, enfin voilà, notre formation data scientist et même pour le coup, voilà, après tout ce qu'a présenté Caroline, notre formation même data analyst, en réalité, suffira entre guillemets pour faire toutes ces missions-là. Voilà, tu viens de parler du coup de tout ce qui est modèle de régression, tout ce qui est time series, etc. Tout ça est présent sur notre formation, notamment data analyst également. Donc voilà, effectivement, je voulais juste corroborer ce que tu viens de dire. Oui, tout à fait. Un data analyst peut totalement être amené à créer des modèles et à s'en servir pour une analyse. Alors malheureusement, juste là le temps commence à presser un petit peu. Il y a énormément de questions. Donc enfin voilà, si tu veux, je vais juste regarder rapidement les questions et te poser peut-être les questions qui vont être vraiment les plus intéressantes pour toi. Et après, moi, je pourrais répondre aux autres et voilà, te libérer aussi. Il y a Charlotte, par exemple, qui demande comment vous avez expliqué. Non, alors, pour le coup, ça, je répondrai moi. Regarde un petit peu. Voilà, il y a Fernando qui demande si les data scientists sont moins en contact avec les clients. Ça, je pense que tu peux répondre pour le coup. Alors, dans mon expérience, oui, mais c'est peut-être pas partout pareil, mais en tout cas, dans mon ancien job, j'étais beaucoup moins en contact avec les clients que j'ai. Mais on l'est quand même un petit peu. Mais le data analyst est vraiment beaucoup plus proche des métiers que le data scientist, ça c'est sûr. Alors ensuite, il y a Annelise qui demande si tu travailles parfois en mode agile et si oui, enfin voilà, comment ça se passe au niveau des sprints, etc. Je ne sais pas si c'est une méthode de travail que vous adoptez chez Back Market.
En fait, on s'est un peu rendu compte on a essayé, mais on s'est rendu compte que pour tout ce qui est analyse de données et produire des analyses, la méthode agile n'est pas forcément la plus indiquée. Donc, en fait, on va plus procéder en mode projet. Alors ensuite, il y a Lucille qui demande si le fait d'avoir fait... alors non, c'est pas Lucille, c'est Charlotte qui demande si le fait d'avoir suivi une formation en ligne, donc du coup notre formation, enfin comment ça a été vu lorsque tu as postulé? Est-ce que, enfin voilà, par rapport à quelqu'un qui aurait fait une formation, sûrement, je pense que c'est ça la question, hein, une formation en Master 2, etc. Comment ça a été vu, ça, le fait que tu fasses notre formation plutôt enfin voilà, qu'une autre formation plus académique et plus traditionnelle, entre guillemets? Ça a été plutôt bien perçu, en fait, je pense. Je pense que ça montre qu'on sait rebondir. Donc moi, j'avais pas du tout... Enfin, j'avais fait un petit peu d'analyse de données avant de faire la formation de data scientist, mais c'était pas suffisant, en fait. C'est quelque chose que j'aimais, que j'aime toujours, que j'adore, mais j'avais pas assez d'expérience. Et du coup, le fait de faire choisir de faire une formation 2 ans après la fin de mes études, ça a été vraiment très bien perçu, comme une volonté de vouloir faire ce qu'on aime. Ok, bah super. Super, super. Alors sinon, on a effectivement une question de Lucille qui demande, lors du processus de recrutement, c'était quoi selon toi les atouts qui t'ont permis de décrocher le job? Comment toi, tu as pu décrocher le job? Très bonne question. Pour moi, ce qui est super important, c'est d'essayer de comprendre, en fait, de toujours, quel que soit, donc, grosso modo, pour le processus de recrutement, il y avait un test technique, donc une étude de cas. Et en fait, quelle que soit la direction dans laquelle on part, le candidat part, c'est de toujours avoir une logique, en fait, de faire, de toujours montrer qu'on comprend ce qu'on fait et d'avoir une logique, d'avoir un fil rouge et de le suivre et et, et, et de s'y tenir et voilà. Donc je pense que ouais, c'est être logique et comprendre ce qu'on fait et comprendre ce qu'on montre. Ok. Bon, en tout cas, je pense que pour le coup, enfin voilà, toutes les autres questions, tu as répondu à peu près à tout. T'as répondu à peu près à tout sinon. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ta disponibilité et pour cette présentation. Pour le coup, enfin voilà, c'était vraiment hyper intéressant. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Pour le coup, pendant toute la présentation, on n'a perdu personne. Donc voilà, c'est un signe que enfin voilà, ça a vraiment intéressé tout le monde. Et c'est très rare, hein. Donc voilà, bravo à toi et merci pour ton Merci. dynamisme et pour le coup pour cette présentation. Voilà, donc moi je vais juste vous parler là maintenant 5-6 minutes un peu de nos formations du coup pour arriver un peu au métier de Caroline. Donc voilà, on va faire des liens un peu avec tout ça et vous expliquer comment nous on peut vous former ensuite voilà, pour arriver au métier du coup de data scientist ou de data analyst. Donc, il faut savoir que du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, comme l'a dit Caroline, on propose des formations qui sont entièrement à distance en data analyse, en data science et en data engineering. Donc, typiquement, tout ce qui est BI, ça va être plus vers la formation de data analyst. Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Notre formation data analyst, concrètement, elle est ouverte aujourd'hui à des gens qui ont soit un bac plus 2 minimum en maths, soit un bac plus 4-5, plus la composante business. Parce que vous avez vu, il y a quand même une grosse dimension business, comme l'a dit Caroline. Enfin voilà, c'est bien quand même d'avoir une vision business pour faire ce métier-là et c'est quelque chose sur lequel nous aussi on insiste pas mal. Concrètement, notre formation data analyst, elle va se décomposer en plusieurs points. On va avoir déjà une introduction à Python qui va être une vraie alphabétisation. Donc voilà, pour les gens qui nous écoutent, il n'y aura pas besoin d'avoir de prérequis particuliers en informatique pour suivre la formation data analyst. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous allez avoir une introduction à Python, ensuite une introduction à tout ce qui est data visualisation sous Python, donc avec notamment les librairies de base en Python. Je crois que tu en as parlé un petit peu, donc Matplotlib, Seaborn et Bokeh notamment. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est machine learning, avec notamment du coup les modèles de régression, mais aussi les modèles de réduction de dimension, tout ce qui est clustering, voilà, puis tout ce qui est time series également. Et enfin, on va partir vraiment sur tout ce qui est BI. Et on va vous former notamment sur un outil qui est Power BI, donc un peu équivalent à Tableau. Pour le coup, voilà, t'en parlais un peu, Caroline, qui vous permet vraiment de faire du dashboarding et du reporting de manière extrêmement professionnelle.
Voilà. Donc, ensuite, on a également des formations là. On a également une formation vraiment qui forme au métier de data scientist, où là, ça va être. Alors, on va pas avoir tout ce qui est BI. En revanche, on va avoir du machine learning beaucoup plus avancé, avec notamment du machine learning sur graph. Après, évidemment, tout ce qui est intro Python, data viz et machine learning. Donc, on va avoir tout ce qui est machine learning avancé. Et enfin, on va avoir beaucoup plus d'algorithmique. Donc, ça, t'en parlais. Voilà, vraiment de l'élaboration de modèles purs, avec tout ce qui est notamment deep learning et puis système complexe, intelligence artificielle. Au niveau des prérequis pour la formation data scientist, concrètement, on est à peu près sur des prérequis qui sont équivalents à celles de data engineer, c'est-à-dire un bac plus 3 en maths ou en informatique, ou alors un bac plus 5 scientifique. Ça veut dire un bac plus 5 en chimie, en physique ou une école d'ingénieur. Pour le coup, c'était le cas de Caroline. Et enfin, donc la troisième formation à laquelle vous pourriez postuler, c'est une formation data engineer. La formation data engineer, ça va être une formation qui va être beaucoup plus orientée architecture en fait et mise en production de modèles. C'est vraiment le but du data engineer aujourd'hui, c'est de gérer l'architecture, de fournir les pipelines data après aux data analysts et scientists, et ensuite de gérer tout ce qui est vraiment mise en production. Cette formation-là, du coup, est accessible également à niveau bac plus 3 ou bac plus 5. Et voilà, bac plus 3 mathématiques ou informatique, ou bac plus 5 scientifique. Là, il faut vraiment avoir quand même une grosse appétence pour l'informatique, parce qu'on ne va pas non plus refaire une introduction complète à Python. Voilà, donc juste des petits détails pratiques. Toutes nos formations sont disponibles déjà à débarquer tous les mois. Okay, et sont disponibles soit en format bootcamp, c'est-à-dire en format intensif, à raison de 35 heures par semaine, avec une session de coaching par semaine en visio, soit en format continu, donc c'est-à-dire à peu près 8-10 heures par semaine en visio, et avec une session de coaching par mois, donc qui se déroule la plupart du temps le vendredi entre midi et 2. Donc c'est surtout destiné au profil qui travaille. Voilà, donc Noé va vous envoyer tout de suite des liens, soit pour prendre rendez-vous avec moi, soit pour postuler, si jamais vous souhaitez postuler à l'une de nos formations. Simplement, petit détail pratique, la formation data analyst va durer 9 semaines en bootcamp et 6 mois en continu. Et les formations data scientist et engineer vont durer 11 semaines en bootcamp et ensuite 6 mois, et ensuite 9 mois, en formation continue. Au niveau du prix des formations, du coup, la formation data analyst va coûter 4 500 €, quel que soit le format choisi. Et les formations data scientist et data engineer vont coûter 5 000 €. 5 000 € chacune. Enfin, au niveau du financement, parce que voilà, c'est un sujet qui est quand même important. Au niveau du financement, il faut savoir qu'il y a plusieurs solutions pour financer nos formations aujourd'hui. Donc, il y a tout ce qui est CPF. Vous pouvez financer la formation avec votre CPF. Donc, c'est-à-dire vous avez un compte personnel de formation sur lequel vous cotisez et vous pouvez financer une partie de la formation avec votre CPF. Ensuite, pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, on va avoir la possibilité de faire une demande d'abondement de CPF à Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on va demander à Pôle emploi concrètement de rajouter 2 000 € sur votre CPF pour vous aider à financer la formation. Et enfin, vous allez avoir toutes les solutions de financement classiques, c'est-à-dire par votre entreprise ou les solutions de financement personnel. Pour ce qui est du financement personnel et pour ce qui est du reste à charge également, il faut savoir que nous, on aura la possibilité de vous échelonner votre financement. C'est-à-dire que vous pouvez payer tous vos restes à charge ou tout votre financement si vous payez entièrement la formation en financement personnel. Vous pourrez financer cela sur 3, 5 ou 10 fois. Voilà, donc c'est des facilités de paiement qu'on propose depuis peu, voilà, qui peuvent être intéressantes. À noter également que toutes nos formations sont certifiantes. Vous obtiendrez à l'issue des formations des certifications de la Sorbonne. Voilà, donc sur le métier de data analyst, scientist ou engineer. Et voilà, globalement, j'ai essayé de vous présenter vraiment ça le plus rapidement possible parce que, j'ai essayé de vous présenter ça le plus rapidement possible. Quoi qu'il en soit, je vous encourage vraiment à visiter notre site internet si c'est des choses qui vous intéressent et à reprendre rendez-vous avec moi notamment. Voilà, pour que je puisse vous en dire un peu plus et qu'on ait un peu plus de temps de voir tout ça. Donc là, je vais vous indiquer juste je vais vous inviter juste à me poser deux ou trois questions. Voilà, je vous invite à me poser 2 ou 3 questions, histoire que on puisse clore le webinaire après tranquillement. Alors, une question d'Arnold. Bonsoir. Pour quelqu'un n'ayant aucune contrainte majeure, pour soit faire une formation continue, soit une formation bootcamp, que pouvez-vous lui conseiller? Typiquement, Arnold, moi, je vous conseille plutôt de faire un bootcamp, dans la mesure où ça vous permettra, en fait, tout simplement d'être opérationnel plus rapidement. Après, si vous souhaitez prendre un peu plus de temps, la formation continue aussi est faite pour vous. Vraiment, ça dépend de vous, ce que vous avez envie. Il faut savoir vraiment que la formation bootcamp, en revanche, on est vraiment sur quelque chose d'intensif. Donc, il faut être prêt à ça et consacrer beaucoup de temps par semaine sur la formation. Peut-on postuler comme data analyst avec une formation data scientist? J'ai du mal à choisir entre les deux.
Dans l'absolu, oui, Antoine. Après, il vous manquera peut-être des petites compétences en BI. Mais si vous, voilà, si vous faites la formation data scientist, on vous encouragera beaucoup plus à postuler vers la formation data scientist. Moi, je vous encourage, quoi qu'il arrive, à bien vous renseigner sur les métiers. Prenez rendez-vous avec moi, on pourra parler de ça vraiment plus en détail. Je pourrais vous donner pas mal d'insights là-dessus pour vous donner des pistes de réflexion pour choisir entre data scientist et data analyst. Question de Roger, votre plateforme utilise-t-elle des données dans le cloud? Alors, concrètement, il faut savoir qu'aucune des données qui est mise sur la plateforme n'est hébergée sur la plateforme. Donc, on vous fournit des bases de données open source, mais si par exemple vous voulez faire des projets, je n'ai pas parlé du projet, je vais en parler. Si vous voulez faire par exemple des projets avec des données de votre entreprise, voilà, ce sera possible parce qu'aucune des données n'est hébergée sur la plateforme. Mais finalement, je pense que Roger, je comprends que votre question était surtout destinée à Caroline pour Back Market. Voilà, donc je vais juste vous parler du projet également. Il faut savoir que sur toutes nos formations, vous allez pouvoir mener un projet data science, analyse ou engineering. Ce projet-là, il est obligatoire. Vous allez travailler dessus en binôme et c'est vraiment ça qui est super intéressant après à revendre en entretien. Ça vous fera vraiment un début de portfolio vraiment à revendre en entretien en fin de formation. Le projet, vous allez travailler 120 heures dessus quand même en data scientist et engineer en binôme ou 80 heures en data analyst. Voilà, c'est vous qui choisissez le thème du projet, mais simplement, il faut savoir que c'est vraiment des projets qui sont destinés à des mises en production en fin de formation. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et ça vous permet vraiment de mettre en pratique directement toute la théorie que vous assimilez sur la plateforme. Voilà, donc au niveau de notre plateforme, je vais juste vous parler de votre plateforme avant de vous laisser. Au niveau de notre plateforme, on n'est pas du tout, donc du coup vous avez compris que vous allez passer quand même une grosse partie de la formation sur la plateforme. 35 heures par semaine en bootcamp et 8 à 10 heures en analyse. Notre plateforme, il ne faut pas du tout s'attendre à une plateforme de e-learning en fait. Notre plateforme, c'est un environnement prêt à coder et vous allez vous former en fait en résolvant des use cases métiers et en codant directement sur la plateforme. Voilà, et vous avez également accès à un support sur cette plateforme sur lequel vous pouvez poser des questions à tout moment et on a du coup nos data scientists qui vous répondront en temps réel. Je suis désolé, en fait, je vous balance énormément d'informations comme ça assez vite parce qu'on voilà, n'a plus beaucoup de temps et qu'on est en train de perdre du monde, ce qui est normal. Chacun a des choses à faire. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je vous encourage vraiment à prendre rendez-vous avec moi ou à assister à la prochaine journée porte ouverte voilà, sur laquelle je parlerai vraiment de tout ce qui est tout ce qui est formation, etc. Et j'aurai beaucoup plus le temps de vous présenter nos formations avec une présentation notamment assez approfondie des cursus. Mais voilà, quoi qu'il en soit, actuellement, je vous encourage vraiment à prendre rendez-vous avec moi. Noël vous met le lien du coup du rendez-vous. Prenez rendez-vous avec moi et on pourra parler de tout ça. Quoi qu'il en soit, encore merci infiniment à Caroline pour cette présentation et pour ce dynamisme. C'était vraiment génial. Voilà, je pense que ça a plu à tout le monde et voilà, c'est surtout ça qu'il faut souligner sur ce webinaire, c'est cette présentation et puis merci à toi pour ta disponibilité et pour la réponse à toutes les questions. Voilà, bah écoutez, merci à tous en tous les cas de votre attention et puis à très bientôt pour de prochains webinaires ou pour une prochaine journée porte ouverte. Quoi qu'il en soit, encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ou à poser des questions que vous voulez qu'on transmette éventuellement à Caroline ou auxquelles on pourrait répondre également sur la présentation. On serait heureux de répondre à tout ça. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Caroline, au revoir.